Incendie, inondation, chaleur extrême, ouragan, l'humanité fait la guerre à la nature, c'est suicidaire. Déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. 2020, année la plus chaude jamais enregistrée chez nous, mais aussi en France et un petit peu partout, que ce soit en Suède ou encore en Suisse. Plus 0,4 degrés qu'en 2019, qui détenait déjà le record. Pour en parler, François Massonnet, climatologue, chercheur qualifié au FNRS. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question plutôt facile. Si on se penche sur les causes finalement de ce réchauffement, c'est sans appel, c'est indéniable, c'est l'œuvre de l'homme. Oui, les études continuent à abonder dans ce sens-là et il y a de moins en moins de doutes. Alors il n'y en avait déjà pas beaucoup de doutes, mais là il y en a encore de moins en moins. Donc 2020 va terminer en tout cas au rang des années les plus chaudes, sans doute la première ou ex aequo avec 2016, mais on ne regarde jamais une année dans ce genre de cas-là, on regarde toujours avec un peu de recul ce qui se passe et on voit que les 7 années les plus chaudes, en fait, ce sont les 7 dernières années. On voit aussi que la décennie 2010-2020, c'est la décennie la plus chaude qu'on ait jamais observée. Beaucoup d'indicateurs quand même qui vont... Vous pariez une caisse de champagne que 2020-2030 sera encore plus chaude que 2010-2020. Ouais, on ne pourra pas le boire frais, donc c'est pas la pluie. Après, ce qui est un peu troublant, c'est qu'on est déjà de l'ordre de 1,2 degré au-dessus des moyennes pré-industrielles et que je rappelle que l'accord de Paris, c'est 1,5 degré, si possible en dessous de 2 degrés. Donc on est déjà à plus de 2 tiers du chemin qu'on s'est donné. Et puis la température elle-même, bon, ça reste un indicateur parmi d'autres. C'est un peu comme le PIB pour un pays, ça dit certaines choses, mais pas tout. Il faut aller un peu creuser, regarder ce qui se passe au niveau régional, au niveau des dynamiques un peu locales. Et 2020 a été une année très, très intense, par exemple, pour tout ce qui concerne l'activité dans l'Atlantique Nord, pour les cyclones tropicaux et les ouragans. C'est peut-être justement une des conséquences visibles de ce réchauffement climatique. On parle souvent du manque de visibilité, c'est un petit peu bizarre, mais du manque de conséquences concrètes. Là, en voilà, le nombre d'ouragans, le nombre d'incendies, c'est... Voilà, la température moyenne globale, elle ne frappe personne. Personne ne la ressent, puisque c'est une quantité très abstraite, un peu comme le PIB. Un ouragan, quand il passe, je peux vous dire qu'on le sent passer. Ici, on a eu cette année 30 tempêtes tropicales qui ont reçu un nom. Quand une tempête tropicale, c'est énorme. En fait, c'est un record. On n'avait jamais autant observé de tempêtes tropicales. Et on donne un nom à des tempêtes quand elles ont une intensité qui est au-dessus d'un certain seuil. Donc ça, on a battu un record. Et pour l'anecdote, alors je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, on a l'habitude de donner donc un nom, un prénom à chaque tempête tropicale. Et cette année, on a épuisé le stock de lettres disponibles dans l'alphabet latin. Et on a dû commencer à passer à l'alphabet grec. Donc on a trouvé des tempêtes tropicales et des cyclones tropicaux, iota, delta. Voilà, pour dire un peu dans quelle situation on s'est mis. Preuve que c'est un événement exceptionnel aussi, plus que les ouragans. On se souvient aussi, on a vu sur les images juste avant, les incendies de début d'année en Australie. C'est aussi une des conséquences de ce réchauffement climatique. Des incendies, il y en a toujours eu sur la planète. C'est quelque chose qui remonte. On a des traces dans les... L'intensité, peut-être le nombre d'incendies. L'ampleur, l'intensité, la rapidité aussi de la progression. En Australie, c'était vraiment spectaculaire de voir à quelle vitesse ces feux se propageaient. Des études commencent à sortir pour étudier le rôle de l'homme là-dedans et montrent que le facteur humain a pu favoriser de l'ordre de 30% ce genre d'événement. Donc, de nouveau, c'est des éléments très complexes qui sont encore pas très bien compris, mais il y a clairement une raison de croire que la griffe humaine intervient là aussi. Jean Quatremer. Mais qu'est-ce qui est menacé par ce changement climatique exactement ? C'est la planète qui va disparaître ou c'est l'espèce humaine qui va disparaître ? Qu'est-ce qui est menacé ? La première chose, c'est la biodiversité. Donc la biodiversité est une des premières grandes victimes de ces changements climatiques parce que les élévations de température, il y en a toujours eu. C'est la rapidité avec laquelle elles se produisent qui sont telles qu'une espèce animale ou végétale n'est pas capable de s'adapter à ces changements soudains de température. C'est pour ça que dérèglement est peut-être un mot plus approprié que de réchauffement climatique. Oui, j'ai toujours pensé que réchauffement climatique est peut-être... je dirais pas trompeur, mais en tout cas cache des réalités beaucoup plus complexes. Mais dérèglement, le terme pose problème. C'est Sylvie Brunel, qui est une géographe que vous devez connaître, qui l'avait dit aussi, que dérèglement, c'est un mot épouvantable parce que dérèglement, c'est l'hubris de l'être humain qui pense qu'il peut tout régler et donc il ne peut pas dérégler. Or, il y a des choses qu'il arrive à mettre en l'air, mais il ne peut pas tout régler. Et donc elle disait, je trouve ça assez juste, que parler de dérèglement, c'est vraiment un sentiment d'hubris de l'humain qui pense qu'il peut mettre la nature à
à sa merci. Il peut l'abîmer, on est bien d'accord, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut avec non plus. Il faut voir qui on définit comme le grand horloger qui règle la nature. Voilà, si on définit que c'est nous-mêmes, c'est vrai que c'est mal choisi. Maintenant, si c'est changements, une autre forme, changement climatique est voilà. peut-être encore plus conservatif. Donc, alors, vous disiez donc les espèces, la diversité. En même temps, on voit bien qu'il y a des espèces qu'on pensait disparues qui sont en train de réapparaître, donc qui étaient en voie de disparition. On a vu que la diversité, elle n'était pas si menacée que ça. Donc, au final, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un discours apocalyptique qui va dire que la planète va disparaître. C'est pas la planète qui va disparaître, vous êtes d'accord? La planète va continuer à exister bien pendant après 5 nous. milliards d'années. Et voilà, pendant plusieurs milliards d'années. Et ce qui est sûr, c'est aussi que dans 100, 200, 300 ans, il y aura encore des êtres humains sur Terre. Maintenant, quels sont les êtres humains qui auront le plus souffert des dégâts collatéraux, des dommages climatiques? C'est ça la bonne question à poser. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a environ 10% de la population qui vit en dessous d'un niveau de 10 mètres au-dessus de la mer, et ceux-là sont exposés. Et comme par hasard, les gens qui vivent près de la mer ne sont pas les plus nantis. Donc ça, c'est une autre réponse à l'affaire aussi du pollueur, dans ce cas-ci non payeur, hein, puisque ceux qui polluent le plus, finalement, les conséquences, ce ne sera pas directement pour eux, ce sera peut-être pour ceux qui sont plus dans le besoin. Nicolas va devoir réagir. Est-ce que vous pensez, pour revenir au Covid par exemple, est-ce que vous ne pensez pas que le Covid est directement une conséquence du réchauffement climatique, du changement climatique, d'abord parce qu'on sait que les animaux de brousse ont été plus proches de l'être humain, mais peut-être aussi parce qu'il fait de moins en moins froid, ce qui fait que l'hiver, il y a des gens qui auraient dû mourir du froid ou des personnes âgées et qui ne meurent pas, et donc petit à petit, l'être humain vit dans cette espèce de température constante qui fait que ça a pu favoriser les choses comme le Covid. Alors concernant l'apparition et la transmission du Covid des réservoirs animaux à l'homme, loin d'être un spécialiste sur le sujet, mais je crois comprendre que en fait, c'est en effet la proximité entre l'homme et certaines espèces qui n'existaient peut-être pas il y a 20 ou 30 ans, qui a favorisé, ou en tout cas accéléré ce risque de propagation. Ça c'est quasiment établi. Enfin, je veux dire, mais voilà, mais l'autre ça, c'est pas question que j'avais, spécialement un c'était par problème rapport climatique. au réchauffement, même dans nos contrées, on va dire tempérées, par rapport à des microbes qui ne sont pas tués par le froid. Ça, c'est l'autre aspect. Maintenant, la durée de vie d'un virus dépend en partie de la température, mais aussi d'autres facteurs, comme le rayonnement ultraviolet qui parvient sur les surfaces dans lesquelles on vit, qui dépend donc de la nébulosité, c'est-à-dire de la couverture nuageuse. La couverture nuageuse, actuellement, c'est difficile de dire s'il y a des tendances. Est-ce qu'on va vers un climat qui a moins de nuages ou plus de nuages? Donc, le raccourci est vite fait et il faut être prudent avec ça. Mais ce qui est certain, c'est que l'origine du virus, lui, elle est bien établie. Nicolas Vado, vous élevez des pangolins maintenant? Absolument, vous savez pas. Parce que la question est intéressée. Là. François Massenet, justement, avant d'évoquer cette crise Covid et l'impact que ça a pu avoir justement sur ce réchauffement climatique, on a vu ces images d'Espagne aussi, qui étaient assez interpellantes. Hein. L'Espagne sous la neige, on a vu des Madrilènes carrément en train de skier dans les rues. Est-ce que là aussi, on peut le relier à notre sujet directement, ou là, à nouveau, c'est un phénomène exceptionnel, pas directement en lien avec ce dont on discute? C'est un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène météorologique. C'est-à-dire qu'il a une durée de vie de quelques jours, une empreinte spatiale de quelques centaines de kilomètres. Ce genre d'événement va continuer à se passer dans un climat qui se réchauffe. Et c'est ça toute la complexité aussi en termes de communication. C'est que même si les moyennes sont en train d'augmenter, on peut, de façon épisodique et très locale, avoir des vagues de froid. D'ailleurs, en Belgique, 2018, février, mars, si vous vous rappelez, on a eu le vortex polaire qui s'est enclenché chez nous, qui a donné une grosse vague de froid. Aux États-Unis, ça fait quelques années aussi que dans la région de Chicago, ils ont parfois des descentes d'air polaire qui amènent des températures frigides. Maintenant, il faut être objectif et faire le compte, c'est-à-dire compter le nombre d'événements froids et compter le nombre d'événements chauds. Et quand on met dans la balance ces deux éléments, on réalise que le nombre de vagues de chaleur et le nombre de coups de chaud est beaucoup, beaucoup plus important de quelques heures de grandeur du nombre de vagues de froid. Même en Belgique, c'est incroyable. C'est quand même fou de voir comme ça, ces images. On les voit d'ailleurs à l'écran en ce moment. Hein. C'est gens à Madrid qui ne sont pas du tout habitués à avoir autant de neige. Et c'est pas fini d'ailleurs, hein. Ça va continuer. Justement, avant d'évoquer directement le Green Deal, hein, qui va nous occuper pendant une petite dizaine de minutes avec vous, surtout Jean Quatremer, cette crise Covid a mis tout simplement la société à l'arrêt. On a d'ailleurs vu ces images d'animaux qui se réappropriaient plus ou moins les lieux de vie, que ce soit à Venise ou ailleurs. Est-ce qu'on peut mesurer finalement, François Massenet, l'impact, on va dire, bénéfique de cette crise Covid sur le climat? Non, du confinement, vous voulez dire? C'est ça, du confinement, évidemment. La mauvaise nouvelle, c'est que l'impact, il est homéopathique. Donc, on est vraiment sur des ordres de grandeur différents. La raison, elle est toute simple. C'est que pendant un an, on a émis de l'ordre de 7% de CO2 en moins
que la normale. 7%, c'est pas énorme, en fait, quand on y pense. Mais surtout, on n'a pas émis ces 7% pendant seulement un an. Et il est fort à parier que les années qui vont arriver, on va non seulement revenir au niveau précédent et voire peut-être surcompenser pour rattraper quelque part le retard perdu et donc gâcher cet effort. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein, c'est ce qu'on appelle un effet rebond. Pour faire une analogie ici, il faut s'imaginer une baignoire remplie d'eau chaude et puis on a fait couler le bain, et puis pendant 10 secondes on va mettre de l'eau froide. Est-ce que la température va beaucoup diminuer? Ben non, parce que pendant 10 secondes, c'est-à-dire un laps de temps très court, on a contrecarré l'effet, mais ce n'est pas du tout suffisant pour ramener les températures vers le bas. Justement, parlons aussi des objectifs de Paris, réduction des émissions de CO2 de 30% d'ici à 2030, de 50% d'ici à 2050. Tout d'abord, François Massonnet, est-ce que c'est réalisable et puis est-ce que c'est suffisant, tout simplement? Au niveau européen, donc, l'objectif est d'être climatiquement neutre d'ici 2050. Et pour ça, l'Europe s'est donné un cap, c'est-à-dire initialement, 2030, d'avoir des réductions de 40% des émissions de CO2. Et excellente nouvelle de cette fin d'année qui vient de s'écouler, c'est que ces ambitions ont été revues à la hausse. Donc on est maintenant sur 55% d'ambition, de réduction. Ce ne sont jamais que des ambitions qui ne sont pas juridiquement contraignantes. C'est le problème. Et c'est le problème, mais au moins la volonté est là. Et il faut quand même saluer le côté volontariste de la présidente Ursula von der Leyen, qui affiche en tout cas ses ambitions. Il faut même peut-être rappeler quand même 2 éléments de contexte. L'Europe pèse pour moins de 10% des émissions globales dans le monde. Exactement. Ça n'exonère pas l'Europe de faire des efforts parce évidemment, la toute grande partie du réchauffement qu'on observe aujourd'hui a été la conséquence de tout ce qui a été émis depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à maintenant. Or, si on fait ce calcul-là, la contribution de l'Europe monte jusqu'à plus de 20%. Oui. Donc ce n'est pas une bonne raison pour ne rien faire, mais il faut garder ce chiffre en tête. Moi, je crois que si l'Europe fait un pas dans la bonne direction, ça peut inspirer d'autres pays, d'autres puissances. Et c'est un peu comme le problème d'aller voter. Si je vous dis, n'allez pas voter, de toute façon, votre voix, ça compte pour une goutte d'eau dans un océan d'opinion publique, vous allez me dire quoi? Oui, mais bon, si tout le monde fait comme moi, personne ne va y aller. C'est un peu le même raisonnement. Il faut que tout le monde s'y mette et dans ce rôle-là, je pense que l'Europe a une carte à jouer. Jean Quatremer, vous êtes correspondant Libération à Bruxelles. Est-ce que vous avez senti, peut-être pas un changement de paradigme, mais en tout cas, voir comme ça cette problématique du climat prendre de plus en plus de place dans le discours européen, dans les discussions européennes? Non, il y a eu un changement de paradigme, on va dire les choses très clairement, par rapport à ce qui est l'idéologie dominante il y a 20 ans. Clairement, on a totalement changé de cap. Et aujourd'hui, c'est vrai que, on parlait tout à l'heure du fonds de relance européen, un des axes, c'est ce fameux pacte vert. Moi, je ne dis pas Green Deal, je dis pacte vert. Il y a 2 beaux mots français qu'on peut employer. Nous, on s'adapte à la langue en vigueur dans l'Union européenne. Voilà, mais moi, je lutte justement, je devrais imposer le français. Et donc, non, c'est clair. Et on n'est pas tout seul dans ce combat, parce que les Chinois, par exemple, qui sont aujourd'hui les principaux pollueurs de la planète, ont pris conscience du danger. Il suffit d'aller en Chine, je vous assure. Moi, j'ai fait 2 voyages en Chine. C'est impressionnant la pollution. Je veux dire, tant qu'on n'a pas vu ce que c'était la pollution en Chine, on n'a pas compris le danger qu'on courait. On ne voit pas à 3 mètres de fond, il y a une fumée carrément. Exactement. Mais cela dit, prenons la Belgique, par exemple. C'est très étonnant aussi le non-dit qu'il y a dans ce pays à propos de la pollution. Par exemple, il y a des alertes régulières à Paris où on stoppe la circulation parce qu'il y a des particules fines qui sont émises et qui sont extrêmement dangereuses. Et au même moment, alors qu'il y a le même phénomène climatique à Paris, à Bruxelles, à Lille, etc., à Bruxelles, on n'interdit pas la circulation. Pourquoi? Parce qu'on ne mesure pas les particules fines. Donc, il n'y a pas d'alerte. C'est un truc complètement dingue. Alors, il y a des applications qui, heureusement, vous donnent le taux de particules fines qui vous permet de dire je ne vais pas prendre ma voiture et aujourd'hui, moi qui suis asthmatique, je vais éviter de sortir. Mais il y a aussi une façon, on refuse de voir les choses. Et les Chinois, là, par exemple, ont mis au point des aspirateurs de CO2 absolument, des projets gigantesques. Et pourquoi? Ils ne le font pas uniquement pour sauver la planète ou pour sauver leurs citoyens, etc. C'est que c'est le marché du futur. Les Chinois, ils l'ont compris. Donc l'Union européenne et les Chinois, on est main dans la main dans cette affaire de pacte vert, de changement, je dirais, du paradigme contre les Américains aussi, qui sont aussi les 2e grands pollueurs de la planète. Je crois que c'est les premiers, en fait, les Américains. Ça dépend si on compte par tête d'habitant ou globalement. Donc, globalement, c'est la Chine, mais si on rapporte ça à nombre d'habitants, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, exactement. Donc là, pour le coup, on est allié avec les Chinois. Et encore une fois, je crois que là, nous, on a fait Trump c'est pour ça qu'il était idiot. On a fait le bon choix parce que
aujourd'hui, où sont les emplois de demain ? Clairement pas dans le charbonnage, mais effectivement dans le changement, dans le changement de notre économie et donc de l'adaptation à la nouvelle donne. Mais il y a derrière tout ça, je termine juste là-dessus, c'est que derrière tout ça, je dirais qu'il y a un énorme éléphant dans la pièce et tout le monde fait comme si on ne le voyait pas. Parce que le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique, c'est un truc qui s'appelle le nucléaire. C'est la question Moi, que j'avais posée. je suis pour le nucléaire à fond à cause de ça. Parce qu'il faut de l'électricité. Là, par exemple, on passe tous à la voiture électrique. Très bien, mais la voiture électrique, d'après vous, quand vous la branchez, comment elle est produite, l'électricité ? Elle n'est pas produite par la volonté divine. C'est quelque part. Donc, il y a des usines qui produisent l'électricité. Et le seul moyen de produire une énergie propre, alors même si la question des déchets n'est pas réglée. On a déjà largement parlé ici aussi. Elle sera réglée un jour. De toute façon, moi, je crois qu'elle sera réglée, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Mais l'urgence, aujourd'hui, c'est de passer au nucléaire. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des gens, comme les écologistes, qui vous disent « Ah ben, il faut non au nucléaire et non aux centrales à charbon, non... » et il faut les énergies propres. Par dogmatisme, peut-être ? Par dogmatisme pur. Et si on veut avoir 20-30% de chômeurs, eh ben, continuons comme ça. François Massonnet, une dernière question avant de vous libérer et d'accueillir Laetitia Mampaka pour la pause éloquente, la chronique tous les mardis. 2021, année charnière, mais c'est peut-être en 2022 qu'il faudra être particulièrement attentif. Oui, parce que 2021, on va encore sentir les séquelles de cette crise. En fait, je pense qu'au moins la moitié de l'année ici va tourner au ralenti. 2022 va sans doute nous permettre de vérifier si on arrive à calibrer nos émissions ou nos ambitions par rapport aux émissions qu'on s'est promises. On a des trajectoires, on sait où on doit aller, on a un cap, et à voir si on est capable en effet de Donc vous êtes changer pour le nos nucléaire comportements. alors vous aussi ? Alors pour le nucléaire, je ne sais pas si on peut en parler. Très rapidement. Très rapidement, mais je pense qu'au moins l'avantage de la question nucléaire, c'est qu'elle est décorrélée de la question climatique. Le nucléaire n'émet rien en CO2. Je crois que le nucléaire va être une nécessité pour amorcer ou amortir une transition vers du renouvelable. Et que si on veut satisfaire nos besoins actuels et qu'on veut être aussi gourmand en énergie comme on l'est actuellement, il faudra qu'on puisse ne pas s'en passer. Exactement. Et puis donc, l'argument... Et les centrales nucléaires, on les ferme pas en 2025, donc. Pour l'instant, on les ferme, on les Ça remplace me par des regarde pas, centrales à mais- gaz qui pourraient être plus polluants et donc qui pourraient faire qu'on ne respecte pas La Belgique. les accords de Paris. La Belgique, nous dit ici Jean Quatremer. Merci beaucoup François Massonnet. Tout de suite, c'est Laetitia Mampaka et sa pause éloquente, décryptage de la